Bonjour et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Aujourd'hui, nous sommes avec Florian qui nous parlera du mathématicien Poincaré, Magali nous présentera les bactériophages et ainsi que des anecdotes insolites sur les animaux. Et enfin, je vous parlerai des derniers rhinocéros blancs. Eh bien donc bonjour à tous, on va commencer tout de suite avec Florian qui va nous parler du mathématicien Poincaré. Et oui, Henri Poincaré, donc c'est un symbole de la ville de Nancy, même si c'est possible qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui soient au courant de qui il est, qu'est-ce qu'il a fait et tout. On peut confondre avec le politicien. Exactement, en fait ils sont... Alors il se trouve que Henri Poincaré, donc c'est le cousin germain de Raymond Poincaré qui était président de la République de la 4e du coup. Et... donc il est né en 1854 à Nancy, dans un milieu assez scientifique déjà, puisque son père est doyen de la faculté des sciences faculté de médecine de Nancy, pardon. Et donc il va s'intéresser à énormément de choses dans les sciences, notamment aux maths, beaucoup à la physique. En fait, il va essayer de faire des découvertes en maths qu'il va appliquer à des problèmes physiques. Et il est aussi philosophe à ses heures perdues et ingénieur. Donc il a pas chômé. Il est également très renommé pour être l'un des derniers mathématiciens qui maîtrisait toutes les branches des mathématiques de son époque en fait. Ça a été le dernier. Et quelle année du coup à peu près 1900. Autour de c'est 1900 1905, c'est à peu près dans ces eaux-là. Donc il était très estimé de son vivant, donc il a fait des écoles comme Polytechnique, les Mines, la faculté des sciences de Paris, et il a été nommé à l'Académie française. Donc c'est quelqu'un de très très important, et notamment pour plusieurs domaines des maths qu'il a étudié dans beaucoup de... qu'il a vraiment étudié... Ouais, voilà, merci. Du coup, par exemple, il y a le problème des trois corps. Alors c'est un domaine, c'est un très très vieux problème de physique. En gros, on s'intéresse à l'interaction gravitationnelle donc dans l'espace entre trois corps. C'est-à-dire vous prenez trois planètes, vous connaissez la masse de ces planètes et leur vitesse en gros. Et en gros, vous essayez de résoudre le problème avec des maths pour savoir laquelle tourne autour de l'autre, à quelle vitesse, etc. Tu vois. On peut en déduire du coup là où se situent certaines planètes. Et en fait c'est un problème de référence pour tout ce qui est dans le système solaire, puisque, en gros c'est un peu technique, mais les effets de la relativité sont pas pris en compte. Et donc il avait beaucoup étudié ça, et en ce moment c'est encore un truc recherché, sauf que là c'est pas 3 corps, mais c'est à n corps. Donc pour n planètes, avec n, ça peut être 1, 2, 100, 200, etc. Tu vois. Mais c'est très compliqué. Et du coup, est-ce que par exemple, donc la Terre, par exemple, du coup ça permettrait de voir quel est l'effet des autres planètes sur la Terre ? Ouais, par exemple, je sais pas, le système, disons Soleil, Terre, Lune, par exemple, ça c'est le problème, c'est un des problèmes à 3 corps, par exemple. On peut considérer la masse du Soleil, la Terre, plus la Lune, et voir comment les trois bougent. Aussi, un autre grand domaine dans lequel il a participé, c'est la relativité, puisque en 1902, il a publié un essai qui s'appelle La science et l'hypothèse. Donc c'est pas un truc de science, c'est plus épistémologique en fait. C'est presque philosophique, où il parle déjà de... en fait, il introduit déjà les concepts de relativité avant Einstein. Comme la vitesse de la lumière, c'est la plus grande vitesse possible. Tu te souviens à peu près quand est-ce qu'il l'a sorti justement Einstein ? Ouais, 1905, donc 3 ans plus tard. Okay. Juste, j'ai une question, c'est quoi épistémologie ? C'est tout ce qui a trait à... c'est les sciences de la connaissance, voilà. Ça te va ? Et donc, il publie cet ouvrage, et en gros, il dit oui, il n'y a pas de temps absolu, il n'y a pas de vitesse absolue, tout est relatif. Et donc, c'est en gros le premier livre dans lequel on parle déjà de relativité. Et beaucoup de scientifiques sont d'accord pour accorder à Poincaré la découverte de la relativité, contrairement... maintenant, tout le monde connaît Einstein pour ça, mais il y a des gens qui ont déjà eu l'idée avant lui. Exactement. Aussi, un autre gros problème auquel il s'est intéressé, c'est la conjecture de Poincaré. C'est un truc qu'il a écrit à l'arrache dans son cahier de notes sur un coin. Et en fait, c'est un problème
c'est un problème de maths très célèbre qui a été résolu que récemment. Et il fait partie des 7 problèmes du millénaire. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est. Non, Non, pas du tout. Alors dans les années 2000, il y a un congrès de mathématiciens qui s'est mis d'accord pour lire 7 problèmes de mathématiques assez connus et assez durs du coup. Et en gros, ils offraient $1 million à tous ceux qui pourraient résoudre ces problèmes. Parce qu'on pensait que si on arrivait à résoudre ces problèmes, on pourrait grandement faire avancer les maths. Et justement, dans ces 7 problèmes, il y en a un, c'est la conjecture de Poincaré. Donc je vais pas vous le dire parce que c'est assez technique, mais c'est un problème topologique. En gros, la topologie, c'est un domaine des maths qui s'intéresse à la déformation des objets. Voilà. Ok. Ça paraît abstrait comme ça. Ouais. Bah, ça l'est un petit peu, mais voilà, c'est un autre sujet qu'a étudié Poincaré. Et donc, elle a été résolue en 2003 par un Russe qui, à la suite de ça, a refusé le $1 million plus le prix de la médaille Fields. Donc la médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les maths. Ouais, voilà. Donc il a refusé tout ça en disant qu'il n'en avait juste pas besoin, en fait. C'est beau. Oui, et en fait, c'est le seul des 7 problèmes qui a encore été résolu. Les 6 autres, ils sont toujours... donc, s'il y a des mathématiciens qui nous écoutent, il y a $1 million à gagner, donc avec les 6 problèmes... 6 millions si vous êtes chaud. Ouais, voilà, exactement. Voilà, et pour finir, en gros, il a été très très estimé donc de son vivant, comme je le disais plus tôt, au point qu'il y a beaucoup de places, de rues, d'écoles, surtout à Nancy, qui portent son nom. Il y en a d'autres à Paris, là où il a étudié. Et donc on lui a remis la Légion d'honneur, et il a aussi été pressenti plusieurs fois pour le prix Nobel, justement de physique, parce qu'il était vraiment à la jonction de maths physique. Et donc il a failli avoir plusieurs fois le prix Nobel de physique. Et du coup, ouais, faut rappeler qu'il n'y a pas de prix Nobel de maths. Non, il n'y a pas de prix Nobel de maths. Il n'y a pas de prix Nobel de maths, non, c'est l'équivalent, ce serait la médaille Fields, en gros. Ok, super Flo, du coup on va faire une petite pause maintenant, on retrouve Magali après, qui nous parlera des bactériophages. Eh nickel, et on se retrouve tout de suite, et maintenant on écoute Daft Punk. Bonjour ou rebonjour dans Science Infuse, tout de suite nous écoutons Magali qui nous présente les bactériophages. Bonjour, donc est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà entendu parler des bactériophages ? Non. Du coup, je pense que oui. J'imagine que oui. Donc les bactériophages, donc, je vais faire une rapide définition. Donc ce sont des virus qui donc mangent des bactéries. Donc parce que du coup bactério pour les bactéries et phage donc qui signifie de manger. Ouais. Oui. Donc ce sont des virus qui mangent des bactéries. Et donc en fait les bactériophages sont sont très présents même dans notre alimentation, sur Terre. Par exemple dans les eaux, dans certains pays, dans les lacs. Et en fait, il y a même, ça faisait très longtemps qu'ils sont utilisés même sans qu'on le sache. Et en fait, certaines personnes qui iraient boire les eaux des lacs, en fait, seraient immunisées contre certaines maladies comme par exemple le choléra ou autre. Ouais, j'en ai déjà entendu parler qu'ils accorderaient les vertus. Voilà, merci. C'est exactement ça. Genre des vertus à ces sources et ça a eu des incidences au niveau de la religion. Oui, voilà, exactement. Alors qu'en fait, ce sont juste des virus donc, qui se trouvent dans ces eaux et donc qui sont spécifiques en fait. Parce qu'un virus, c'est spécifique donc, d'une bactérie et un certain virus va attaquer une certaine bactérie. Et donc en fait, dans ces eaux-là, il y avait donc des virus qui étaient juste spécifiques de la bactérie causant donc, par exemple le choléra. Et donc, les personnes buvant cette eau donc ingéraient les virus qui donc combattaient le choléra. Ouais. Donc en fait, elles étaient immunisées comme ça au final. Il y en a beaucoup des lacs. Alors il me semble que les exemples qu'on avait eus, c'était plus vers l'Inde. Ah ouais. Donc, le Gange, pas mal. Oui, voilà. Ouais. Donc en France, il y en a ou pas ? En France, j'ai pas eu écho de ça. Ok. Donc voilà, en tout cas, c'est moins peut-être rentré dans le folklore le fait que les eaux soient miraculeuses ou quoi que ce soit. Lilian, tu en connais une ? Non, je ne connais pas spécialement, mais il me semble qu'il y en a aussi des sources... En France ? Oui, en France. En Europe, dans Europe. Pourtour, voilà. Okay. Merci. D'accord. Il me semble, je suis pas certain à 100%. D'accord,
Très bien, j'étais pas au courant. Et du coup, alors, pourquoi je parle des bactériophages ? C'est parce que du coup, en fait, ces bactériophages sont aujourd'hui pourraient être une alternative en fait aux antibiotiques. Donc grâce à la phagothérapie. Donc la phagothérapie, alors c'est pas très très développé en Europe, c'est très très peu connu, mais ça se développe surtout dans les pays de l'Est, donc en Géorgie par exemple et en Pologne. C'est très développé dans ces deux pays-là notamment. Et en fait, du coup, ça consiste à traiter les patients avec ces virus en fait. Et donc voilà, et c'est pas très développé en Europe, alors pour plusieurs raisons. Alors il me semble que ça avait été utilisé lors des guerres mondiales, mais qu'ensuite c'était vraiment passé aux oubliettes parce que même en fait déjà l'idée d'ingérer des virus, ça peut un peu dégoûter, même si en soi les virus ne peuvent rien nous faire puisqu'ils sont spécifiques de la bactérie pathogène. Donc pathogène donc qui provoque la maladie. Juste qu'on a l'image peut-être des virus en généraux. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est parfois un peu dommage. Et il y a aussi le fait que un virus, c'est pas brevetable, en fait. Donc en fait, c'est pas intéressant économiquement de développer la phagothérapie pour un pays, quoi. Donc, et puis ce sont les bactériophages sont spécifiques de maladies qui sont plus dans les pays un peu pauvres. Et donc, c'est aussi moins intéressant parfois de développer des remèdes à des maladies qui nous touchent pas. Quoi. Mais c'est comme le commerce, en gros, s'il n'y a pas d'acheteurs, ils vont pas s'embêter à... Exactement. Okay. Et donc voilà. Et c'est très très peu développé en Europe. Pour acheter des bactériophages, il faut se rendre sur des sites écrits en russe. Il n'y a pas d'autre moyen en fait. Et il y avait donc un reportage fait en 2012. Sur un homme, donc Serge Fortuna, qui habite dans le sud de la France et qui a été, donc dans sa jeunesse, il a eu une infection au staphylocoque doré au niveau de sa jambe. Et pendant une trentaine d'années, il a subi plus d'une trentaine d'opérations et il n'était toujours pas guéri. Et donc il pensait sérieusement à se faire amputer en fait. Et c'est à ce moment-là où il a découvert justement la phagothérapie. Donc il a dû partir en Géorgie, donc plus spécifiquement à Tbilissi, qui est la capitale de la Géorgie. Okay. Et donc là-bas, il a pu se faire traiter à l'aide de bactériophages. Mais aujourd'hui, il est guéri, sa jambe va beaucoup mieux et voilà. Donc c'est pour dire que c'est vraiment très efficace, sachant qu'en plus aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'effets secondaires connus, d'allergies ou quoi que ce soit. Alors que ça fait déjà quand même quelques années que c'est développé, même si c'est pas en Europe. Et donc voilà, et ça pourrait du coup être une alternative aux antibiotiques auxquels on devient résistant en fait. Non, bah oui, du coup, le but de ces bactériophages, c'est de nous aider car du coup, notre système immunitaire n'est pas assez développé contre certaines maladies. Donc voilà. Et donc, c'est dommage que ce soit pas plus développé en Europe, quoi. Merci Magali. Donc tout de suite, nous allons faire une petite pause avec The Beatles Come Together. Et je vous retrouve juste après pour vous parler de rhinocéros blanc, pardon. À tout de suite. Bon retour sur Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Donc tout de suite, moi je voulais vous parler donc des rhinocéros blancs. Donc par contre, est-ce que vous savez que justement l'espèce est en voie de disparition jusqu'en mars dernier, pardon. Donc on avait 3 rhinocéros blancs, donc un mâle de 45 ans, sa fille de 29 ans et une petite fille de 18 ans. Donc alors déjà pour vous donner une échelle d'idée sur leur âge, par exemple pour le mâle de 45 ans, pour un humain ça correspond à 90 ans. Ok, donc ouais. Donc autant dire qu'il était vieux. Et donc justement, le 19 mars, pardon, donc il est mort, sachant que c'est le dernier représentant mâle de son espèce. Donc du coup, il y a une espèce qui va s'éteindre encore. Et donc il vivait dans une réserve au Soudan, donc il souffrait de dégénérescence musculaire et osseuse avec des infections. Donc il n'arrivait même plus à se déplacer, donc l'équipe de soigneurs a décidé de l'euthanasier. Et donc en fait, c'était même pas possible qu'il se reproduise de toute manière. Non, de toute façon, oui, dans tous les cas, c'était fini. Donc justement, jusque très récemment, donc on avait pendant un moment aucun moyen de faire revivre une espèce en quelque sorte, mais là ils ont récupéré plein d'échantillons, il y a eu plein de nouvelles techniques avec l'ADN qui permettent de revivre des espèces. Et donc justement, on va lancer un petit débat, faire un petit tour de table pour savoir est-ce que vraiment il y a un intérêt à faire revivre une espèce justement.
Donc pour commencer, je vais déjà vous vous parler des idées majeures. Donc il y a un grand débat qui s'est fait. Donc est-ce que au final, parce que les nouvelles techniques pour faire revivre des espèces, ça coûte super cher. Mais est-ce qu'au final, l'argent utilisé pour ça ne servirait pas à protéger d'autres espèces ? Oui, pourquoi pas. Mais ça a déjà été fait. Pour le rhinocéros blanc ? Elle a déjà été faite pour d'autres espèces ou pas du tout la technique dont tu parles ? Ah, la technique, je ne sais pas. C'était général quand je parlais de technique. D'accord, ouais. Ouais, parce que j'ai vu, ils ont pas réussi à cloner un mouton. C'était un mouton ou une brebis ? C'était un mouton. C'était il y a longtemps, ça. Oui, en Irlande, je crois, il me semble. Ouais. Bah, la brebis Dolly, non ? Dolly, ouais, oui, Dolly. son petit nom. Ouais, du coup, je pense que je vais te rejoindre que l'argent qui pourrait être utilisé pour ces techniques, elle pourrait être utilisée pour autrement. protéger d'autres espèces. Justement, ouais. D'ailleurs, en parlant d'espèces, est-ce que quelqu'un pourrait me définir déjà ce que c'est qu'une espèce ? Allez, on va tester vos cours. C'est... Non, je sais pas. C'est une notion qui est assez complexe parce qu'elle a évolué au cours des siècles et... Mais aujourd'hui... Maintenant, il y a même au sein de la communauté scientifique, il y a des divergences à ce qui est ou n'est pas une espèce. La dernière définition, la définition la plus connue, c'est 2 individus interféconds qui donnent une descendance fertile, mais... Et viable. Comment ? Oui, et viable. Et viable, oui, voilà. Fertile et viable et fertile. Et il y a surtout maintenant une autre définition, c'est 2 individus suffisamment proches pour être rapprochés dans une même espèce. Après, cette définition est assez subtile parce que comment on peut définir que 2 individus sont suffisamment proches ou suffisamment éloignés ? Il n'y a pas de critère fixe en fait. Du coup, proche physiquement ou proche génétiquement ? Les deux. D'accord. Les deux. Alors, il y a par exemple l'exemple de poissons qui vivent dans des lacs, et il y a des poissons qui vivent essentiellement sur les pourtours du lac et qui se nourrissent du coup de plantes, et d'autres qui vivent plus vers le centre du lac, qui eux se nourrissent essentiellement de phytoplancton. Et donc du coup, au départ, ces 2 espèces, elles étaient considérées comme de la même espèce, mais de par leur situation géographique et leur nutrition, elles ont évolué récemment et ils ont eu des adaptations morphologiques. Et donc, du coup, les scientifiques maintenant hésitent à mettre ces 2 individus dans la même espèce. Parce que, ils sont plus exactement pareils, mais d'un autre côté, si on les met dans un même bassin, ils sont interféconds et leur descendance est viable et fertile. Donc, voilà. Est-ce que c'est le même problème avec, par exemple, les ânes et les chevaux si jamais ils devaient se reproduire, ça ferait un mulet ? Oui, mais ils sont non fertiles, en fait. Les mulets ? Voilà, oui. Ok, je savais pas, ouais, ok. Et du coup, ça, on appelle ça un hybride. D'accord. Ouais, ça tombe sous le sens. Donc oui, on va continuer le tour du débat. Donc ouais, Lilian, t'en penses quoi, du coup, sur... C'est... Compliqué. C'est compliqué, ouais. Tout est toujours compliqué avec moi. D'un côté, oui, pourquoi pas essayer de faire survivre, entre guillemets, revivre cette espèce, mais à quel but ? Et finalement, si elle s'est peut-être éteinte, c'est que elle n'était peut-être pas adaptée à son environnement et adaptée à la... Oui, après, je n'ai pas précisé dans les clauses du débat que l'animal, il a disparu à cause de la chasse. Hein. À cause de la chasse. Donc c'est pas... D'accord. C'est pas une disparition, on va dire, naturelle. D'accord. C'est vraiment l'impact complet de l'homme sur cette... Après, en un sens, si l'espèce, en s'éteignant, du fait de l'action de l'homme, bouleverse tout l'écosystème où elle vivait, qui dépend d'elle, et oui, clairement, il faudrait faire tout pour préserver ce qu'on a perturbé, ce qu'on a détruit. Mais du coup, pour le cas du rhinocéros, il n'y a pas tant d'impact que ça sur l'écosystème. S'il n'y a pas d'impact, c'est peut-être de... L'argent perdu. L'argent perdu, voilà. C'est ce que je... Magali, à toi ? Alors, je trouve que l'idée est assez spéciale, mais alors du coup, si cette espèce revit un jour, je pense pas que la chasse, elle, s'arrêtera. Donc en fait, est-ce que
il ne vaudrait mieux pas se servir de cet exemple, donc ne pas la faire revivre pour justement essayer de choquer les consciences et d'essayer de faire que les gens arrêtent juste de la chasse et du coup, je rejoins l'argument de garder tout cet argent pour vraiment sauvegarder les espèces encore en vie. Et mettre de l'argent dans tout ce qui est combat contre la chasse au final. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, alors, j'avais autre chose à dire, mais j'ai encore oublié. Mais après, je pense qu'au-delà d'un problème économique ou genre écologique, ça poserait aussi un problème éthique où on se dit est-ce qu'on arrive à je sais pas comment m'expliquer, mais est-ce que on arriverait à manipuler la vie en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez. Si maintenant qu'on puisse contrôler tout au final des niveaux des espèces. Voilà. Parce que techniquement on en est capable maintenant. Ouais, c'est ça. Au final, oui, on interférait complètement avec tout ce qui est sélection naturelle parce qu'on pourrait être capable de la contrôler. Oui, donc à ce moment-là, ce serait plus du tout naturel. Ce serait de la sélection anthropique. Après, est-ce que c'est pas déjà le cas ? À notre stade. Ouais. Est-ce qu'on le fait pas déjà, par exemple, avec les pandas ? Parce que les pandas, alors il me semble qu'ils sont pas du tout adaptés en fait à leur environnement, et parce que l'homme du coup s'efforce de le garder en vie parce que c'est une espèce protégée. Il a eu de nouvelles habitudes. Non, c'est ça. Ouais. C'est pas ça. C'est que les pandas en fait, ils sont pas viables. Se regardent, oui. Avec la sélection naturelle, il y a des possibilités qu'il n'y ait plus de pandas en fait. Sauf que comme l'homme interfère avec cela, il y a encore des pandas aujourd'hui. Donc en fait, la sélection par l'homme, elle est déjà présente même dans les deux sens en fait. Mais du coup, est-ce qu'on se poser la question est-ce que par exemple la sélection de l'homme fait partie de la sélection naturelle ou est-ce que c'est deux choses complètement différentes ? Mais là, je pense que c'est un très lourd débat que certains enseignants-chercheurs pourraient répondre, mais en deux mots, je dirais que si l'homme interfère, ce serait plus quelque chose qui serait naturel et ce serait quelque chose de déterministe en fait. Oui. Où on choisirait nous-mêmes. Du coup, toi, tu penses que l'homme, il serait peut-être sorti un peu de tout ce qui est sélection naturelle au final ? L'homme en tant qu'espèce ? En tant qu'espèce, oui. Parce que comme maintenant, il a trouvé pas mal de choses pour se soigner, pour... Ouais. Oui, ça rejoint un peu le débat de la dernière fois, justement, sur les vaccins. Justement, parce que, comme on a trouvé des manières, en fait, de se battre, alors, oui, bon, c'est à une autre échelle et ça peut paraître un peu bizarre, mais au final, est-ce qu'on ne ferait pas aussi d'élimination des micro-organismes en faisant ça ? En fait, en se vaccinant, on lutte contre des bactéries en soi. Est-ce que du coup, ce serait pas aussi une sélection qui est faite de l'homme par rapport aux bactéries et du fait justement que ce soit nous qui soyons en train d'exterminer ces bactéries ? Même si, bon, après, je suis d'accord, c'est pour notre santé et voilà. Mais du coup, est-ce que c'est aussi pas de la sélection anthropique ? C'est exactement ce qui se passe avec les antibiotiques. On sélectionne les bactéries résistantes oui. au détriment de celles qui ne le sont pas. Développe le sujet des antibiotiques. Les antibiotiques... C'est très intéressant. D'accord. Les antibiotiques sont utilisés pour tuer les bactéries. Et en fait, il y a naturellement certaines bactéries qui sont résistantes à ces antibiotiques. Et du coup, en tuant toutes celles qui ne sont pas résistantes, on favorise celles qui sont résistantes en fait. Plus simplement, par exemple, aussi il y a pour les moustiques. Je sais pas si vous avez remarqué ou peut-être que c'est juste dans ma tête, mais en fait en tuant, tous les moustiques font bzzz quand ils volent quoi. Enfin la plupart. Mais au final, genre à force de, c'est comme ça qu'on les repère. Oui. Donc au final, on tue tous ceux qui font du bruit. Et à la fin, il y en aura qui ne font plus de bruit. Qui sont... Je dis ça parce que c'est mon souci en ce moment, mes moustiques ne font plus de bruit. Donc c'était le même exemple pour... alors, je sais plus ce que je voulais dire, mais je suis sûr il y a un exemple... c'est exactement le même, mais pas pour les moustiques. La phalène du boulot, peut-être. Les papillons, c'est le cas conventionnel. Le cas conventionnel, enfin c'est le cas typique, c'est avec l'industrialisation. En fait, les phalènes, c'est des papillons qui sont blancs et qui se mettent sur le bouleau et qui imitent l'écorce du bouleau. Et avec l'anthropisation, en fait, l'industrialisation, les bouleaux sont devenus noirs et du coup on a sélectionné les papillons qui étaient noirs, sombres et pas ceux qui imitaient le bois. Et super, merci à tous pour ce débat, même si on est parti assez loin, je trouve.
Donc tout de suite, on va faire une petite pause. Après, on a Florent qui nous parlera de la foudre. Et on écoute Stevie Wonder avec Superstition. Tout de suite. Bonjour, rebonjour, vous êtes toujours sur Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet, et tout de suite, on écoute Florian qui va nous parler de la foudre. Alors, bon, d'habitude, quand on parle d'un sujet, on demande toujours aux autres s'ils en ont déjà entendu parler, mais cette fois-ci, je pense que vous connaissez tous la foudre. Et, Ça devrait aller. oui. Et en fait, c'est un phénomène assez compliqué. Par exemple, vous prenez un nuage. En gros, il va y avoir un temps d'orage quand, par exemple, il y aura des vents violents qui vont se faire dans le nuage. Et en gros, ces vents violents, ils vont frotter. Et donc, par électricité statique, en fait, il va se créer des particules chargées, donc positivement et négativement. En gros, les négativement, elles vont descendre en bas du nuage. C'est un pléonasme. Et les positives, elles vont monter. Un petit doute. Ouais. non, les négatives, elles sont en dessous du nuage et les positives, elles sont en bas. Donc le nuage, il va être chargé électriquement et en gros, il va se créer ce qu'on appelle une différence de potentiel. Donc une différence de potentiel, c'est quand on met deux trucs assez proches l'un de l'autre et qu'ils sont pas chargés électriquement pareil. Donc par exemple, nous on est chargé de manière neutre. Donc quand on se rapproche de quelqu'un, on va pas émettre un éclair envers la personne, tu vois. Par contre, si par exemple on était chargé de manière opposée, donc positivement et négativement, là c'est ce qui se passerait, tu vois. Et c'est exactement pareil avec les nuages, où le bas il va être chargé négativement, et en gros il va chercher quelque chose qui est chargé positivement, tu vois. Et justement le sol, il est chargé positivement. Donc en fait, l'éclair c'est juste en gros le passage de la zone négative à la zone positive, tu vois. Et c'est un transfert d'énergie ou du coup oui, il y a énormément d'énergie dans tous les éclairs. Ça pourrait tuer ça tue justement des hommes tous les ans, tu vois. Et donc en fait ce qui se passe dans le détail, en gros, il va se créer un arc électrique entre donc la zone du nuage et le sol. Et cet arc électrique il va chauffer, et donc il va y avoir ce qu'on appelle un plasma. En gros, c'est un gaz très chaud où il y a des ions dedans, donc des espèces positives, négatives, tout ça. Et donc l'air qui est ambiant, il va dilater et puis il va exploser. Et c'est pour ça qu'on entend le tonnerre. En fait, c'est juste une explosion de l'air. Parce que c'est tellement chaud que l'air supporte pas, et donc ça va exploser. Et par contre, on peut l'entendre. Des fois, je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit l'éclair et puis on entend le bruit après. C'est parce que l'éclair il va à la vitesse de la lumière, donc c'est super rapide, et le tonnerre il va juste à la vitesse du son, donc c'est beaucoup plus lent, mais ça reste quand même assez rapide. Donc des fois il y a un décalage, comme par exemple pour les feux d'artifice. Donc plus le son et l'image sont rapprochés, plus l'orage a lieu proche de chez nous. Ouais, en gros c'est ça, ouais. C'est ça. Et donc en fait il se passe aussi un truc, c'est que en gros la nature de manière générale elle est assez feignante, et donc elle va toujours chercher les chemins le plus courts. Donc, si jamais il y a des chemins plus courts pour passer par le sol, l'éclair va faire ça, tu vois. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de pointe. Et c'est pour ça qu'en gros, quand il y a de l'orage, ce qui est le plus touché, ça va être les clochers, les bâtiments en hauteur, les antennes, les trucs comme ça. Donc, ce qui est métallique au final, non ? Ce qui est métallique, mais ça frappe aussi, ça peut aussi frapper les arbres. Ce qui est en hauteur plutôt, du coup. Ouais, ce qui est assez haut, mais en fait tout. Donc c'est pour ça qu'on déconseille aux gens de se mettre à côté d'arbres quand il y a un orage, par exemple. Mais voilà, donc cet éclair il va passer dans le sol, et puis vu que le sol est neutre, il va disperser l'orage. Donc autre chose à savoir, il y a énormément d'applications aux éclairs ou à la foudre en général. Par exemple, je sais pas si vous voyez ce que c'est, une bobine de Tesla. Pas du tout. C'est une grosse bobine donc qui a été inventée pour la première fois par Nikola Tesla. C'est une grosse bobine avec un champ magnétique, et ça va créer en gros un énorme champ électrique. Et donc si on met deux bobines, si on les rapproche, il va se créer un gros arc électrique, et en gros on va pouvoir un peu contrôler ce qui va se passer en fait. Et donc par exemple on peut faire de la musique avec les éclairs. On peut les faire frapper à différentes fréquences, et ça va donner un son bien spécifique. Et donc comme ça on a déjà réussi à faire
à faire de la musique. Ou dans le domaine, ça a aussi des applications dans le domaine de l'énergie ou quoi. Et faut savoir qu'il y a énormément de systèmes de prévention à ces orages, comme tout ce qui est paratonnerre ou ce genre de choses. Mais il y a aussi, par exemple en Chine, il y a énormément de zones, de bâtiments qui sont prévus pour la détection d'orages avec des grandes antennes et ce genre de choses. Et donc c'est un domaine dans la physique qui est très très étudié, plus du côté pratique du coup. Puisque ça a d'un côté énormément d'applications et de l'autre c'est aussi très très dangereux. On peut stocker cette énergie ? On peut stocker cette énergie. Alors bonne question. J'ai pas vu de recherche dessus, mais ça m'étonnerait pas qu'on puisse. On en recherche. Après c'est tellement important que si on alimente une batterie avec un éclair, elle risque d'exploser en fait. Donc je sais pas. Okay. Eh ben merci Flo. Et bah du coup on va faire une petite pause avec The Cure, Boys Don't Cry, et on retrouve après Magali qui nous reparlera de ses anecdotes sur les animaux. A tout de suite. Bon retour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjek. Donc nous sommes dans la dernière partie et c'est à Magali de nous parler de ses anecdotes sur les animaux. Alors, tout d'abord, donc, tout le monde voit ce que c'est une tique? Oui. Oui. Tout petit insecte qui est hématophage, donc c'est-à-dire qui mange du sang, enfin qui se nourrit de sang. Et en fait, dans un article paru en 2017, j'ai vu qu'une tique avait été retrouvée, en fait, gorgée du sang d'un dinosaure en Birmanie. Donc la Birmanie, c'est entre le Bangladesh et la Thaïlande, je précise parce que moi je savais pas. Donc voilà, et donc elle a été retrouvée gorgée du sang d'un dinosaure. C'est-à-dire dans de l'ambre ou Oui, dans de l'ambre, oui, c'était ça. Donc voilà, et donc ils ont essayé d'extraire l'ADN. Comme dans Jurassic Park. Sauf que là, ils n'ont pas réussi. Donc voilà. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Du coup. Ils ont pas réussi à dater la tique ou. Pas que je me souvienne. D'accord. C'était pas précisé dans l'article, il me semble. Mais quand même. La tique, ça faisait très longtemps qu'elle était là, du coup. Et donc elle était toujours intacte, en fait. Et elle avait toujours le sang en elle du dinosaure. Donc ça, on sait pas à quel type de dinosaure le sang correspond. Ils n'ont aucune. Alors, juste, je crois que dans le même échantillon, ils avaient retrouvé aussi une plume. Enfin, donc presque intacte, mais du coup, comme les oiseaux n'existaient pas vraiment. Alors, techniquement, en fait, les oiseaux, ce sont les descendants des dinosaures, du groupe des théropodes, donc en gros de tout ce qui est vélociraptor et tyrannosaure. Ouais, mais enfin, du coup, c'était pas vraiment des oiseaux. Ouais, mais on se dit déjà que certaines espèces avaient des plumes, justement. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que la plume, du coup, était une plume d'un dinosaure, donc. Peut-être que ce dinosaure était un dinosaure à plumes. Donc voilà. Donc c'est tout pour la tique gorgée de sang. Bravo. Du coup, c'est une méthode destructive qui a été utilisée ou pas? Enfin, la question c'est est-ce que le sang est encore là? Est-ce qu'ils ont réussi à préserver une partie ou la tique elle est complètement détruite Alors justement, ils n'ont pas réussi en fait à extraire le sang et l'ADN qu'il y avait dedans. D'accord, donc en fait l'échantillon il est toujours entier en fait. C'est-à-dire ils l'ont pas abîmé, enfin entre guillemets pour l'étudier ou la tique elle est toujours dans l'ambre avec le sang. Ah non, je crois que c'est mort, non. ils peuvent plus extraire l'ADN, enfin ils ont essayé de le faire mais c'est pas possible. Ah, sans succès du coup. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Aussi en Australie, alors c'est très très bizarre je trouve, mais donc pareil, c'est un article qui date de 2018, donc là cette fois-ci, et c'est une tortue donc un peu punk, donc qui a des algues en fait sur sa tête. Ah, je l'ai vu. Et qui respire en fait par son anus, donc voilà. Et c'est une espèce qui est donc menacée en Australie. Donc voilà, c'était. Mais c'est une espèce marine. Oui, justement en fait, comme elle respire par son anus, ça lui permet de rester plus longtemps sous l'eau en fait. Du coup sur sa tête. Donc voilà. C'est endémique à l'Australie. Il y a que là-bas qu'on en trouve. Il me semble que oui. Enfin en tout cas là c'était le seul endroit précisé, donc je pense que oui du coup. D'accord. Et c'est en voie d'extinction oui, alors. Ouais. C'est une espèce qui est menacée. Donc voilà. Ok. Donc toujours un autre article qui date de 2018. C'est la découverte de fourmis qui sont kamikazes. Donc ah ouais, j'avais vu ça. Ouais. C'est des fourmis qui en fait vont attaquer par exemple une autre fourmi à plusieurs, et leur abdomen en fait va exploser
et libérer en fait une substance toxique donc pour les autres espèces. Donc en fait elles y vont et elles explosent. Du coup elles meurent pour tuer les ennemis. Ah, c'est l'esprit de groupe. De en groupe, fait. ouais, des- Oui voilà c'est Des ça. fourmis, ouais. Donc voilà. Mais les fourmis, elles ont plein d'adaptations comme ça, en général. Hein. Elles sont très très évoluées. Je sais pas, comme. Bah, moi je m'y attendais pas du coup en voyant Bah, ça. Mais par exemple, les fourmis, elles ont réussi à. Comment dire? À élever des pucerons pour récupérer pour récupérer ce qu'ils appellent le miella. Enfin, c'est dans la même idée que le lait, si vous voulez, mais sauf que c'est récupéré Ah, sur des pucerons. des Et c'est la pucerons. seule espèce à le faire aussi, ça, du coup. D'accord, donc Ah, ils... À se nourrir Ils d'un produit, on va dire, provenant d'une autre espèce. C'est excellent. Enfin, c'est super rare. Et ils les élèvent eux-mêmes pour Ouais, bah, en récolter fait, le... C'est une idée de symbiose, on va dire. Genre, les fourmis protègent les pucerons, et en échange, elles récupèrent justement ce miel-là. D'accord. Et en vrai, faut se renseigner parce que les fourmis, c'est un truc de fou au niveau des adaptations. Ça, c'est clair. C'est ouf. Et donc, pour terminer, donc ça, c'était un article qui date un peu plus donc, de 2012. Donc, qui parle de calamars en volant. Donc, ce sont des calamars qui ont été photographiés donc, en dehors de l'eau. Et du coup, en utilisant plusieurs photographies à intervalles réguliers, ils ont réussi à calculer du coup la vitesse de ces calamars qui vont donc à 11 mètres secondes. Donc, qui sont techniquement donc, plus rapides qu'Usain Bolt, qui était à 10,31 mètres secondes. Et donc, en fait, elles volent vraiment parce que c'est même pas de l'élan pris dans l'eau, car en fait, en dehors donc, de l'eau, quand elles volent, elles vont 5 fois plus vite. Enfin, ils vont 5 fois plus vite que dans l'eau. que dans l'eau. Donc, voilà. Et tu sais techniquement pourquoi ou... Non. Alors, il me semble... Bah, du coup, ça doit être un appendice qui est plus vers l'arrière du corps. Mais du coup, il n'y avait pas eu plus de détails sur le pourquoi du comment. Ils se projettent dans l'eau et... Oui, enfin, ils se projettent hors de l'eau et puis ils continuent leur traversée. Et donc, c'est aussi beaucoup utilisé lors des migrations pour accélérer en fait le trajet. Enfin, le voyage plutôt, du coup. Et bien super, Magali. Donc, du coup, merci pour ces anecdotes. On va s'arrêter là. Puis, on va se retrouver dans 2 semaines. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Et justement, on se retrouve dans 2 semaines. Merci à vous. Au revoir.